Les décisions qu'on prend dans la décennie qui s'en vient vont déterminer l'état de la planète pour le reste du siècle. Il va falloir faire un choix sur quelle technologie privilégier. Comme toutes les crises, la crise environnementale est une occasion de s'améliorer, est une occasion d'innover. Pendant 150 ans, l'industrie des énergies fossiles a alimenté une croissance économique phénoménale sur la planète. Pendant ce temps, les gaz à effet de serre se sont accumulés dans l'atmosphère et ont déréglé le climat de la Terre. Il faut agir et vite. De plus en plus de pays mettent en place des mesures pour favoriser une transition vers des énergies plus propres. Quel est le plan au Québec? Récemment, l'ONU a publié les émissions de gaz à effet de serre pour 2023, puis on voit que les émissions ont continué d'augmenter. Ça veut dire qu'on s'éloigne de plus en plus de l'objectif qui est de maintenir le réchauffement climatique à moins d'1,5 degré Celsius avant la fin du siècle. Donc, il y a un changement de cap très majeur qui doit s'opérer à peu près à la grandeur de la planète. On a changé radicalement l'équilibre climatique de cette planète à partir de notre consommation d'énergie fossile. Et là, les États ont un choix. On continue vers le mur ou le précipice, selon ce que vous voulez comme image, et on va avoir une concentration de CO2 qui va continuer à augmenter. Il y a une température qui va s'emballer avec des conséquences environnementales, économiques, sociales pas très agréables à discuter, où on réussit à changer complètement, notamment le modèle énergétique, pour sortir de l'énergie fossile en moins de 3 petites décennies. Il faut absolument réussir à maintenir cette augmentation de la température à un maximum de 2 degrés et de préférence 1,5. Souvent, on fait référence à ces enjeux en matière de transition en disant que c'est coûteux. Mais coûteux par rapport à quoi? On se dit on va dépenser beaucoup, mais on oublie que la situation actuelle amène un ensemble de coûts et ces coûts-là vont être en très forte croissance. L'objectif de carboneutralité en 2050 est très ambitieux. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Ce qui manque au puzzle, c'est, je dirais, plein de choses, principalement un prix du carbone élevé. Plus le prix du carbone va augmenter, plus le recours aux alternatives va devenir économiquement intéressant. Et si ce n'est pas économiquement intéressant, cette transition-là va se faire très lentement, comme c'est le cas actuellement. Le prix carbone, c'est un peu comme une taxe, finalement. On fait en sorte que l'émission de CO2 coûte quelque chose aux consommateurs. Et lorsqu'on fait une analyse de projet, à savoir, est-ce que je vais changer ma chaudière au gaz naturel pour une chaudière à biomasse, par exemple, bien, on intègre le prix du carbone dans l'analyse. Et si le prix du carbone est très, très élevé, bien, peut-être que la chaudière à biomasse va être la plus intéressante des deux. Au Québec, on a fait des grandes choses. Par exemple, on a, dès les années 60, 70, 80, électrifié le chauffage résidentiel. On a bien réussi, on a développé des industries comme l'aluminerie. Plus récemment, il y a une douzaine d'années, on a lancé le circuit électrique, qui est un réseau de bornes de recharge publiques, qui fait que maintenant, le Québec est probablement la meilleure place en Amérique du Nord pour avoir une voiture électrique. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Pour atteindre nos objectifs de décarbonation, on va devoir mettre en place des politiques pour favoriser l'investissement, adopter des innovations et changer nos comportements. Comment on va faire ça? On va le faire avec des instruments fiscaux, des instruments réglementaires, également par la communication. Est-ce qu'on peut faire des changements majeurs dans les prochains mois au Québec, au Canada? Il y a plusieurs opportunités, surtout dans les secteurs où on n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Donc, je pense entre autres au transport lourd ou dans certains sous-secteurs industriels où les solutions sont moins évidentes à court terme et donc ça prend des réglementations très fortes
avec lesquels on peut forcer des changements qui vont amener à des réductions beaucoup plus substantielles des gaz à effet de serre. Pour accélérer la transition énergétique, plusieurs pays offrent des incitatifs économiques ou imposent des pénalités. En des termes plus communs, c'est l'approche de la carotte et du bâton. La carotte pour récompenser les bonnes initiatives qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le bâton pour sanctionner les initiatives plus polluantes ou le manque d'initiatives. Mais comment rendre ces mesures vraiment efficaces? L'un des outils les plus puissants que possède l'État, c'est sa capacité de taxation. Et lorsqu'on regarde le positionnement de tout ce qui existe comme agence économique à l'échelle internationale, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, il y a unanimité. La mise en œuvre d'une tarification carbone est un instrument essentiel. Ça change les comportements et ça va permettre de générer des revenus pour financer cette transition. C'est le choix qu'on a fait au Québec, par exemple, depuis plus d'une dizaine d'années. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est le marché du carbone. Le marché du carbone met un prix sur le carbone. Le prix sur le carbone fait augmenter le prix des combustibles fossiles, ce qui fait en sorte d'éventuellement encourager le consommateur à migrer vers des alternatives aux combustibles fossiles. Et d'autre part, cet argent-là est utilisé pour la carotte, qui est le fonds vert du gouvernement, qui est constitué de plusieurs programmes. Tous ces programmes-là sont financés par les revenus du marché du carbone. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a un seul mécanisme, marché du carbone, qui agit autant du côté de la carotte que du bâton. En 2013, le Québec a été à l'avant-garde en créant un des premiers marchés du carbone en Amérique du Nord, tout de suite après la Californie. Mais comment ça fonctionne? Prenons le cas de 2 cimenteries qui émettent 400 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. En analysant le secteur, l'État décide cette année-là que leurs émissions devront se limiter à 350 000 tonnes. Il place un plafond ou un quota. À la fin de l'année, la cimenterie A a réussi à réduire sa consommation à 300 000 tonnes. Bravo! La différence entre le quota et son résultat, c'est le crédit carbone qu'elle peut vendre. Mais à qui? Ça tombe bien, la cimenterie B n'a pas été capable de réduire ses émissions. Elle est donc obligée d'acheter des permis d'émission qui sont des crédits de l'autre cimenterie. Mais la cimenterie A ne pourra pas s'asseoir sur ses lauriers parce que la cimenterie C a baissé ses émissions à 280 000 tonnes et ce niveau pourrait servir de modèle l'année suivante. Pour respecter cette nouvelle norme, les entreprises n'auront pas le choix, elles devront s'améliorer. Dans le marché québécois sur le carbone, le gouvernement va émettre une certaine quantité limitée de permis pour avoir le droit d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, ça va s'appliquer pour les grands émetteurs industriels, pour les distributeurs de carburants fossiles comme l'essence, le gaz naturel, etc. Donc, les entreprises doivent se procurer une quantité suffisante de ces permis-là pour couvrir leurs émissions à la fin de l'année. Et ils peuvent soit les acheter directement au gouvernement dans des enchères, puis sinon les acheter et les vendre entre eux. Et c'est le résultat de ces échanges-là qui détermine le prix des émissions de carbone, dans le fond. Le marché du carbone au Québec remonte à plusieurs années. Dans les années 2000, dans la foulée de la ratification du protocole de Kyoto en 2005, le gouvernement Charest, à l'époque, avait discuté de cibles très ambitieuses à la conférence des parties des Nations unies qui se tient chaque année. Ça a permis de mettre en place un des premiers marchés du carbone en Amérique du Nord conjointement avec la Californie. C'est un système qui a quand même le mérite d'avoir mis un premier prix sur le carbone. Même si ce prix-là n'est pas assez élevé, il a le mérite d'exister depuis 2013. C'est déjà ça. Et puis, il a aussi le mérite d'augmenter à chaque année. Donc, il a augmenté beaucoup depuis les 3 dernières années. On s'attend à d'autres augmentations si les conditions sont favorables d'ici 2030. La Banque mondiale nous dit pour atteindre nos objectifs prévus dans l'accord de Paris, il nous faut une tarification carbone qui va varier entre 60 et 120 $ américains la tonne. Au Québec, on est à la moitié de ça à peu près. À l'échelle canadienne, on est plus proche. Actuellement, le niveau de tarification du carbone, de manière générale, n'est pas assez élevé pour enclencher un changement de comportement, autant chez les industries que chez les consommateurs. Ce changement de comportement-là se fait, mais à vitesse très lente. Or, ce qu'on a besoin, c'est une vitesse élevée. Donc, il y a urgence climatique, ce qui veut dire qu'on veut migrer vers les solutions alternatives le plus rapidement possible.
Et pour ça, on a certainement besoin d'un prix du carbone qui est beaucoup plus élevé en ce moment que, par exemple, 50 $ la tonne au Québec ou au fédéral, 170 $ la tonne d'ici 2030. Les États-Unis ont eu une approche de la carotte par rapport à la transition énergétique. On peut penser à l'Inflation Reduction Act, par exemple, qui met sur la table des milliers de milliards de dollars pour favoriser des investissements dans l'économie verte. Mais en fait, c'était plus une stratégie industrielle qu'une stratégie de décarbonation, et c'est comme ça que ça a été accepté par le Congrès. Si on regarde en Europe, c'est un peu différent. Ils vont carotte et bâton, parce qu'ils vont aussi imposer des objectifs ou des contraintes aux industries. Imaginons une personne qui veut partir en voyage. Sa destination est choisie, il y a un aéroport, mais il n'y a pas d'avion pour se rendre. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la transition énergétique. La destination est connue, c'est-à-dire avoir un bilan carbone à 0 en 2050, mais on ne sait pas encore exactement comment on va s'y rendre. Au Québec, on a l'hydroélectricité, mais quelles seront les autres façons de produire de l'énergie pour le transport, pour l'industrie? On a besoin d'un plan global. Il y a une réflexion collective à faire sur l'énergie qui est fondamentale, qu'on n'a pas fait au Québec depuis très longtemps parce qu'on avait l'impression qu'on avait énormément d'énergie renouvelable. Mais à vrai dire, il y avait une espèce de mirage parce qu'on continuait à consommer 50 % d'énergie fossile. Il faut que le Québec, comme les autres États, se dote d'une feuille de route claire. Donc, définisse une stratégie. Je veux développer quoi, par exemple, comme énergie renouvelable? Et en même temps, je veux m'en servir pour faire quoi? Est-ce que je veux m'en servir pour décarboner plus rapidement l'ensemble des émissions actuelles, des industries actuelles? Ou est-ce que je veux rajouter de nouvelles entreprises qui vont, elles, être décarbonées? Le plan, on l'appelle le PGIR, donc le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Ça permet d'identifier les besoins énergétiques sur le long terme en tenant compte de différents objectifs qu'on a aussi sur le long terme, comme la carboneutralité pour 2050, par exemple. Ça permet, entre autres, d'éviter des choix qui peuvent faire du sens aujourd'hui, mais qui sont incompatibles, au bout du compte, avec la carboneutralité à long terme, par exemple, comme se débarrasser du chauffage au mazout dans certains bâtiments. Bien, quand on regarde les options aujourd'hui, on peut mettre l'électricité, on peut mettre du gaz naturel, on peut mettre de la géothermie, il y a toutes sortes d'options disponibles. Par contre, elles ne sont pas toutes égales par rapport à l'objectif plus long terme de carboneutralité, où là, on voit qu'éventuellement, il va falloir se débarrasser d'une bonne partie du gaz naturel. Donc, les choix aujourd'hui peuvent considérer, autrement dit, la planification sur le plus long terme, puis c'est ce que le plan va aider à fournir là, comme information. Lorsque consommation de combustibles fossiles, c'est des produits qui ne viennent pas du Québec et peu du Canada. Donc, automatiquement, il y a des fuites de capitaux lorsque consommation de pétrole, que ce soit mazout, diesel, essence, propane, peu importe. Lorsqu'on achète ces produits-là, l'argent s'en va à très grande majorité à l'extérieur du Québec. Par contre, quand on est dans le développement de produits énergétiques régionaux, par exemple de biomasse énergie, de biocarburants, on est dans une logique complètement différente de circularité, c'est-à-dire qu'on produit à partir de résidus de biomasse à l'échelle régionale des produits à haute valeur ajoutée pour produire de la chaleur, par exemple. Et ensuite, on peut réutiliser ces mêmes résidus-là puisqu'ils proviennent, par exemple, des opérations forestières ou des résidus agricoles. Donc, c'est vraiment une logique de circularité versus quand on consomme des combustibles fossiles, on est dans une logique qui est purement linéaire. On va chercher de l'énergie qui est stockée dans des réservoirs géologiques depuis des millions d'années, on la retire, on l'émet et c'est terminé. C'est ça qui fait en sorte que, économiquement et environnementalement, c'est beaucoup plus intéressant de se réapproprier l'énergie à l'échelle régionale dans une vision de circularité. La transition vers la carboneutralité, c'est rempli d'opportunités, entre autres parce que c'est une transition qui est mondiale. Et donc, tous les États voisins du Québec, les provinces voisines et l'ensemble des pays du monde font face à des transformations ou des défis de transformation du même ordre. Donc, ceux qui vont réussir à développer les innovations, les solutions assez rapidement, bien, vont être capables de transmettre ces innovations-là ailleurs, y compris par leur commercialisation là, à l'extérieur des frontières. Donc, c'est là que le Québec peut jouer un rôle dans certains secteurs où il réussit à développer des solutions qui peuvent être pour nous en
premier, mais après ça, qu'on peut transporter ailleurs. Le Québec est largement en avance sur les autres régions d'Amérique du Nord. On est la région la plus électrifiée d'Amérique. On a construit le Québec moderne par une stratégie industrielle qui visait à reprendre le contrôle sur notre économie et ça a très bien fonctionné. Je pense que c'est un cas d'étude. Le chemin qui nous reste à parcourir va être plus difficile. On va parler, par exemple, d'efficacité énergétique des bâtiments, c'est plus compliqué. D'électrification de l'industrie, ça aussi, c'est très compliqué. Les recettes que nous avons appliquées dans les années 60 ne s'appliqueront pas de façon intégrale. Donc, la volonté de changement, d'accepter le changement, va être quelque chose de crucial pour la transition énergétique au Québec. La transition énergétique est une bonne chose pour éviter d'émettre encore plus de gaz à effet de serre et de souffrir des conséquences du changement climatique. Mais ne serait-ce que d'un point de vue purement économique et d'efficacité, le recours à l'efficacité énergétique, à l'électrification, aux biocarburants, c'est différentes solutions qui vont générer ultimement du positif pour toute la société. Pour tous nos petits-enfants qui vont vivre dans la société qu'on dessine, il faut faire les bons choix pour qu'on puisse vivre dans une société meilleure. Et c'est possible. Ouais, désolé, là, je m'emporte un petit peu. Là. Vous pesez sur un bouton, puis là, c'est bam!